Mesdames et messieurs, bonjour. Merci au comité d'organisation et au chairman de cette introduction. La ventilation spontanée est préférable dans un format nouveau dans lequel il s'agit de discuter des pratiques fréquentes en réanimation et les confronter à la réalité scientifique et en particulier à la médecine fondée sur les preuves. Le sujet étant assez vaste, j'ai décidé de le limiter au point qui me paraît le plus pertinent, c'est-à-dire la ventilation spontanée est préférable lors du SDRA sévère, point d'interrogation. Et ici, vous verrez ces petits logos là qui sont le synonyme du niveau de preuve selon le classement HAS, avec niveau 1 évidemment le plus fort. Les modes ventilatoires avec ventilation spontanée sont en progression. Ici, toute cause de ventilation mécanique dans une enquête épidémiologique d'Esteban. Vous voyez ici, 1998 et la cohorte 2010, une augmentation en rouge de l'aide inspiratoire et des modalités type BiPAP ou APRV et une diminution progressive des modalités type ventilation à pression ou à volume contrôlé. Pourtant, dans 40% des cas, et en particulier dans les SDRA, et ici dans tous les SDRA, vous voyez ici les principales études qui avaient testé des modalités d'amélioration du pronostic dans le SDRA. Et vous voyez ici une utilisation d'à peu près 40 à 50% des cas, utilisation qui était à ce moment-là spontanée. Alors la ventilation contrôlée n'est pas si délétère qu'on pourrait le croire, et en voici donc quelques preuves. Premier scoop. Vous voyez ici les grands papiers de rang 1, évidemment, avec à chaque fois des études. Ici, l'étude ARMA, l'étude Pivot, qui avait montré que les patients étaient ventilés en volume assisté contrôlé avec des bas volumes courants, 6 ml/kg. Puis vous voyez ici l'étude de Claude Guérin, publiée récemment. Et là aussi, c'est la ventilation à volume contrôlé. Nous y reviendrons. Et ici, l'étude Accurasis, coordonnée par Laurent Papazian. Et également ici des modalités contrôlées. Donc finalement, les grandes études qui ont permis de montrer une réduction de la mortalité dans le SDRA, c'est des études avec de la ventilation à volume contrôlé, sans ventilation spontanée, la plupart du temps. Les problèmes potentiels de la ventilation spontanée lors de la ventilation mécanique, on peut rapidement les résumer de la manière suivante. C'est le risque de dégradation des échanges gazeux, notamment phénomène de désadaptation qu'on connaît tous, qui n'a pas recurarisé en urgence un patient ou curarisé, ne serait-ce qu'en flash, un patient qui a été en train de désaturer. L'augmentation de travail respiratoire et de la consommation d'oxygène à destination des muscles respiratoires, le risque d'autopep. Et je voudrais être particulièrement détailler les deux points suivants, le risque volotraumatique et barotraumatique avec le non-contrôle du VT lors des modes spontanés, du moins de certains, et l'augmentation des pressions transpulmonaires. Alors, un petit rappel sur la pression transpulmonaire. Très synthétiquement, la pression de plateau à 30, le fameux dogme du ne dépassez pas 30. Et puis, vous voyez qu'en fait, ce 30, en fait, c'est la valeur qu'on a dans la tête, c'est par rapport à un zéro. Mais quel est le zéro de référence? Vous voyez que c'est fonction de ce qu'il y a autour, et en particulier la pression pleurale qu'on peut estimer par la pression œsophagienne avec ses limites. Vous voyez qu'ici, donc, la pression transpulmonaire, c'est bien ce 30 moins le plus 15, et donc ça fait 15. Mais vous voyez que s'il y a des efforts inspiratoires importants, et lors des détresses respiratoires des SDRA sévères, le patient en ventilation spontanée a tendance à négativer beaucoup ses pressions pleurales, et bien vous voyez, moins 15, ça fait donc 30 moins 15, ça fait donc 30 plus 15, ça fait 45 cm d'eau. Vous voyez ici dans ce travail de Jean-Christophe Richard que tous les modes ne sont pas équivalents pour la ventilation spontanée. Et là, vous voyez en fait ce qui est très important, c'est le caractère synchronisé ou pas synchronisé. Et vous voyez ici, est-ce que l'inspiration notamment est synchronisée? Vous savez qu'en BiPAP, il existe des fenêtres de synchronisation, alors qu'en APRV, il n'existe pas de fenêtre de synchronisation. Et en aide, évidemment, on fait tout pour que le malade soit synchronisé, il déclenche un cycle à chaque fois. Donc vous voyez ici les barres rouges, à chaque cycle déclenché en aide inspiratoire, eh bien, il y a une assistance et donc un volume qui, si l'aide ou si le VT n'est pas bien monitoré, eh bien, on peut avoir des pressions transpulmonaires excessives et également donc des volumes courants excessifs. En BiPAP aussi, ce phénomène peut survenir. Et vous voyez ici la différence entre un cycle rouge et un cycle vert. Et vous voyez ici des pressions transpulmonaires qui peuvent être excessives, ici, et donc des VT qui sont largement au-dessus des préconisations de 6 ml/kg. En APRV, la synchronisation, il n'y a pas de synchronisation, et donc ce risque-là est nettement réduit. Donc,
on peut conclure que dans un certain nombre de cas, en APRV, eh bien finalement, on a des VT qui sont plus protecteurs, plus proches de la consigne de 6 ml kg habituellement retenue, alors qu'en BIPAP, dans un nombre considérable de cycles, ici un cycle sur 3 minutes d'échantillonnage, vous voyez ici, on atteint facilement le 10 ou 11 ml kg. Alors, l'auteur suivant a beaucoup contribué à ce que j'avais essayé de vous faire passer comme message, c'est Yoshida. Et donc, vous voyez ici, dans un modèle de SDRH et le lapin, vous voyez ici en bas, ça va être la courbe de flux, la courbe de pression œsophagienne et la courbe d'airway, de pression dans l'airway au-dessus. Vous voyez ici, lorsque la lésion pulmonaire est d'intensité modérée et que le lapin respire en cycle spontané, ben vous voyez ici, il fait des efforts, jugé sur la pression œsophagienne. Et vous voyez donc en fait que la pression transpulmonaire est à ce moment-là peu importante. Alors que lorsque la lésion est sévère, eh bien, le lapin qui respire spontanément, il essaye de lutter contre sa détresse respiratoire. Et donc, vous voyez, il fait des grandes inspirations. Et ces grandes inspirations vont augmenter la pression transpulmonaire. Lorsqu'on injecte le curare au lapin, à ce moment-là, évidemment, il n'y a plus de ventilation spontanée. Et donc, on retombe sur des valeurs de pression transpulmonaire purement liées à la ventilation mécanique. Alors vous voyez ici, c'est pas du bluff, hein, puisque dans ce papier, Yoshida montre très bien que lorsqu'il y a une atteinte sévère en rouge avec des mouvements spontanés respiratoires du lapin, eh bien le degré de pression transpulmonaire est largement supérieur à la courbe ici en pointillé, les lésions de la même sévérité mais sans ventilation spontanée. Et ceci, de manière intéressante, se traduit par le résultat suivant, c'est qu'il y a plus sur un score de lésions pulmonaires, il y a plus de lésions histologiques lors de la ventilation spontanée chez le lapin que lorsque le patient a été curarisé. C'est cette hypothèse que probablement était évoquée dans l'éditorial qui accompagnait le papier de Laurent Papazian, Accurasis, publié en 2010, et qu'évoquait Sulski, avec probablement une meilleure adaptation au respirateur et donc peut-être une diminution des lésions induites par la ventilation mécanique grâce à la curarisation. Et de manière intéressante, dans l'étude Accurasis, on retrouvait, dans le bras curarisé, on retrouvait 4% de pneumothorax versus 11,8 si ma mémoire est bonne, 12% de pneumothorax dans le bras simplement sédaté. Alors, de manière intéressante, un papier très récent de AJRCCM par le même auteur, Yoshida, avec l'équipe d'Amato, qui montre en fait un effet, nous on étiquetait ça peut-être meilleure distribution du volume courant lors d'un patient curarisé en SDRA. En fait, il démontre ici chez un patient à partir d'un cas clinique, et là donc après ils ont essayé de reproduire la même chose sur un modèle de cochon, le fait que, j'espère que le film ne fonctionne pas, si, voilà. Vous voyez ici un effet qui est assez intéressant, vous voyez, il y a l'inspiration, et au début de l'inspiration, il y a un mouvement d'air qui part des zones devant et qui va vers les zones dépendantes à l'arrière, les zones 4. Et cet aspect-là est très intéressant parce qu'en fait, on le comprend très bien, en fait, la pression transpulmonaire ne se répartit pas de manière équivalente, ça c'est bien connu, et dans ce papier c'est parfaitement démontré. Et lors des efforts inspiratoires, en fait, la dépression exercée générée par l'effort du patient est plus importante dans les zones dépendantes. Et donc, en fait, à volume courant constant, il y a un mouvement de l'air, de l'oxygène, du volume gazeux vers les zones qui sont les zones dépendantes. Alors la ventilation contrôlée, c'est pas complètement rose non plus, hein, ça c'est une évidence, et on connaît tous les effets, on va dire, physiologiques, hein, c'est pour ça qu'on est dans ce concept de c'est mieux. Donc avant tout, c'est limiter les effets secondaires de la sédation, puisque plus on sédate, évidemment, moins il y a de VS. Limiter les effets délétères sur l'hémodynamique, je ne vais pas m'étendre sur ces points-là, que vous maîtrisez tous. Favoriser le recrutement alvéolaire. Des données beaucoup plus récentes sur la dysfonction diaphragmatique qu'on va voir, et évidemment le but c'est que le malade il soit moins ventilé et il sorte plus rapidement. Donc je vous renvoie à l'article, à la revue qui synthétise ce propos que la revue Réanimation, la société nous avait demandé. Donc dans le travail de Levin, on voit bien en fait que donc il y a une dysfonction diaphragmatique qui apparaît lors de la ventilation mécanique, et elle apparaît précocement. Et vous voyez ici dans ce travail de Catherine Sassoon, vous voyez ici quand il suffit de mettre un trigger à ce pauvre petit lapin, et vous voyez que finalement sa force, eh bien, elle est préservée puisqu'en fait il peut contracter son diaphragme, et on imagine tous que évidemment les bienfaits de l'AVS sont importants pour préserver justement la force diaphragmatique.
Alors cependant, dans l'étude Accurasis, les patients étaient curarisés et en fait cet effet clinique, on ne le retrouvait pas puisque ici sur un score de neuromyopathie de réanimation, eh bien on ne sait pas, c'était un score clinique, s'il n'y avait pas de MG ou de biopsie, vous voyez que finalement, parce que la curarisation était sans doute maîtrisée, c'est-à-dire de durée limitée dans le temps, à la phase initiale du SDRA et avec un protocole après cette phase de curarisation de sevrage en VSL, eh bien les scores de neuromyopathie étaient équivalents dans les deux bras. De la même manière, le nombre de jours sans ventilation mécanique et vivant à J90 était plus important dans le groupe qui était curarisé et le nombre de jours vivants passés à l'extérieur de l'AREA était plus important dans le groupe curarisé également. Alors, est-ce qu'il existe des études randomisées contrôlées qui montrent finalement une supériorité de la VS par rapport à des modes qui sont purement contrôlés ? Eh bien, d'abord, je voudrais rappeler quand même les résultats des grandes études de niveau de preuve de rang 1, puisque vous voyez ici que finalement, il ne faut pas oublier quand même que dans l'étude Accurasis, 339 patients inclus, eh bien, il y a une réduction de la mortalité lorsque le SDRA est curarisé à sa phase initiale pour une période de 48 heures, et cela concerne particulièrement les patients qui avaient un PAFI inférieur à 120. Dans l'article récent de l'équipe de Claude Guérin sur le décubitus ventral, ça me paraît aussi important puisque ces patients étaient non seulement ventilés selon des modalités à peu près analogues, mais ils étaient vraiment sévères. Et vous voyez ici, il y en avait à peu près 85% ou 90% qui étaient systématiquement curarisés. Et vous voyez que c'est l'une des études qui, aujourd'hui, sort le chiffre le plus élevé de survie, évidemment associé au décubitus ventral. Et le nombre de patients, là aussi, était très important. Alors il y a un papier récent de Steingrub c'est une étude rétrospective aussi qui s'est intéressée en fait à des patients qui étaient intubés, ventilés et curarisés pour une défaillance respiratoire d'étiologie respiratoire. C'est une étude rétrospective, mais elle a l'avantage d'avoir regroupé beaucoup de patients et vous voyez que le bras qui était curarisé pendant les 2 premiers jours du séjour en réanimation, eh bien, mouraient moins que ceux qui ne recevaient pas de curare. Et cette donnée-là, selon un traitement statistique par analyse de score de propensité, eh bien, ça se maintenait de manière forte. Évidemment, le niveau de preuve est moindre puisqu'il s'agit d'une étude rétrospective, mais 3500 patients inclus. Alors, est-ce qu'il existe des modalités ventilatoires style BiPAP ou APRV qui ont été testées dans le SDRA par rapport à une modalité, par exemple ici, de la pression contrôlée? Il n'existe pas, à ma connaissance, de ventilation à volume contrôlé qui ont servi de groupe témoin. Ici, c'était l'APRV dans le papier ancien, mais qui reste un papier très important quand même, de l'équipe de Putensen. Et donc, malheureusement, le nombre de patients inclus, vous voyez, n'était que de 30. Et quand on analyse bien les critères, donc là, c'était l'ancienne définition de 1994, donc PAFI inférieur à 200, eh bien, il y avait seulement, malheureusement, 5 SDRA qui étaient inclus dans ce travail difficile, donc, dans ce contexte de conclure. Vous voyez d'ailleurs qu'à l'inclusion, les patients avaient 250 de PAFI. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est vraiment des SDRA, ça? Est-ce que ce n'est pas des patients qui sont tout simplement, aujourd'hui, déjà en VS, quoi? Et donc vous voyez qu'il n'y a pas de chiffre de mortalité qui était donné par les auteurs, 15 patients par groupe, mais il n'y avait pas trop de signaux non plus, à part sur la durée de ventilation qui était moins importante, la durée d'intubation et la durée de séjour en ICU qui était inférieure dans le groupe qui avait bénéficié de la PRV. Alors, dans ce travail de Gonzalez, qui est une enquête en fait, qui est une étude épidémiologique, on voit aussi que les cliniciens en présence d'un SDRA ont tendance à ne pas utiliser les modes comportant de la ventilation spontanée, type la PRV ou la BiPAP. Et de manière intéressante, quand même, la comparaison entre le groupe des patients qui étaient ventilés selon ces modalités, avec une petite confusion quand même entre les deux modes, ou en tout cas un regroupement, versus des modalités contrôlées, il y avait aussi de la VPC si ma mémoire est bonne, eh bien on voit en fait qu'il n'y avait aucune différence de mortalité hospitalière comparable, mais la seule différence se retrouvait à la limite de la signification sur 1 jour d'écart pour la durée de séjour à l'hôpital. Alors, dans le service, pour conclure sur quelque chose d'une recommandation assez pratique, et notamment vu la pauvreté également de la littérature, et c'est de bon espoir pour des études à venir sans doute, eh bien nous essayons de faire la chose suivante, et je soumets cet algorithme à vos questions et à vos critiques.
Le SDRA selon la définition de Berlin, donc la première étape, savoir où est-ce qu'on en est, sous un niveau de PEP supérieur ou égal à 5, on peut se poser la question si c'est pas supérieur à 10. De manière dichotomique, on peut mettre un seuil de PAFI inférieur à 100 ou supérieur à 100. Alors dans Accurasis, c'était 150, c'était 120, le seuil un peu discriminant. Est-ce que ça ne doit pas être 150? À voir. Et je distingue deux phases finalement. Les patients donc les plus sévères à la phase aiguë, les 24 à 96 premières heures, mais point d'interrogation, hein, ça dépend de chaque cas. Dans l'étude de Guérin, les patients étaient curarisés en moyenne 5 jours. Il faut privilégier, en tout cas à cette étape initiale, la protection pulmonaire. Et pour privilégier la protection pulmonaire, rien ne vaut une ventilation dont le volume courant est bien contrôlé à 6 ml/kg, dont les pressions de plateau, si possible mesurées par voie avec une notion de la pression transpulmonaire, sont inférieures à 30 et avec une PEP minimale, si possible titrée, une sédation profonde, une curarisation et du décubitus ventral. La place de l'ECMO et de l'HFO étant discutée dans ce congrès dans d'autres sessions. À la phase plus tardive, eh bien à ce moment-là, oui, il faut préserver la ventilation spontanée. C'était ce qui était fait d'ailleurs dans l'étude Accurasis ou dans l'étude Proceva de Claude Guérin. Et à ce moment-là, utiliser des modes spontanés avec des sédations titrées. Lorsque le SDRA apparaît moins sévère, en particulier lorsque le PAFI est supérieur à 100, 120 ou 150, je vous laisse mettre le curseur en fonction de la personne que vous avez à 2 heures du matin. Eh bien, dans ce cadre-là, il faut sans doute privilégier la ventilation spontanée et donc évaluer la sédation, la titrer si possible, privilégier les modes spontanés et en particulier probablement peut-être l'APRV qui du fait de sa non-synchronisation évite des pressions transpulmonaires excessives et donc pourrait permettre peut-être d'être plus protecteur sur le poumon. Et évidemment, il faut à tout moment avoir cette évaluation-là et surveiller effectivement que le volume courant que l'on administre reste dans un range préconisé pour être protectif. Je vous remercie de votre attention.